Salut Catherine. Salut Marie. Dis-moi donc, est-ce que la famille nucléaire telle qu'on la conçoit traditionnellement, est-ce que ça te pèse? C'est une excellente question. Je pense que oui, en partie, parce que j'ai l'impression qu'on doit être autosuffisant, Mmh. puis que même si, ma famille, ressemble en tout point à la famille nucléaire parfaite, j'aimerais bien avoir, d'autres personnes impliquées dans ma famille. On n'est pas juste, 3 seuls au monde. Mmh. Puis je trouve que la famille nucléaire, on dirait que ça suppose que, tu sais, tu t'organises toute seule avec tes troubles finalement là, fait que ouais, je pense que ça me pèse un peu dans ce sens-là. Puis toi Marie, est-ce que la dictature, de l'imposition de la famille nucléaire te pèse? Je dirais pas tant dans mon quotidien. Tu sais, j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui me rajoutent pas de pression inutile, par rapport à mes choix de vie. Mais c'est sûr que, il y a beaucoup de choses qui sont organisées pour, ben, soit les couples ou les familles nucléaires. Puis en fait, je mets ça un peu dans le panier de tout ce qui vient avec l'hétéropatriarcat, tu sais? C'est des modèles qu'on a, qu'on questionne pas nécessairement, mais qui mériteraient peut-être qu'on déconstruise, davantage. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Comme on vous l'a mentionné à la fin du dernier épisode, on va continuer encore une fois de parler de parentalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler un peu des définitions de famille, puis on va aussi parler de l'éducation des enfants, puis aussi de l'éducation des enfants qui vivent avec des maladies chroniques ou des handicaps. Donc, au menu de l'épisode aujourd'hui, en pâte aux joie, on va faire une petite saucette, puis on aborde le rôle des proches dans l'éducation des enfants. En eau profonde, on plonge et on vous présente une entrevue que j'ai réalisée avec Tiffaine Leclerc, qui est une personne extraordinaire qui fait plein de choses, mais qui est entre autres mère de 3 enfants. Et en dernière partie, on va revenir sur des éléments qui nous ont fait réfléchir dans l'entrevue avec Tiffaine. On a commencé cet épisode-ci en se posant la question si le spectre de la famille nucléaire était pesant pour nous. Puis, justement, dans cette optique de déconstruire, l'hétéropatriarcat, comme je le nommais, puis la supposée autosuffisante, du couple et du noyau familial, avec, c'est-tu rendu 1,5 enfants maintenant? 1,3 par famille, avec peut-être un chien ou un chat. Mhm. Hem, puis tu parlais, Catherine, là, de justement peut-être inclure d'autres gens là-dedans, dans Mhm. l'éducation de ton enfant. Comment, en tant que parent, fais-tu de la place à ce que d'autres personnes que ton conjoint interviennent, dans l'éducation de ta fille? C'est une vraiment bonne question, puis J'ai comme un don aujourd'hui pour poser des bonnes questions. c'est merveilleux. C'est pour ça que je fais un podcast avec toi. Ben, j'ai envie de dire que c'est un peu compliqué. Mmh. Tu sais, puis je Mmh. pense que ça vient par rapport à aussi, ma situation personnelle, puis, j'ai envie de dire des enjeux sociaux, mais si je dresse, rapidement un portrait de ma situation personnelle, c'est que, j'habite, avec ma fille et mon conjoint à respectivement 5 et 12 heures de route de notre famille, donc, des grands-parents, Mmh. de mon enfant. Ce qui fait que, on a ben, tu sais, puis c'est par choix, là, je veux dire, c'est là qu'on habite, mais ça fait que comme on a moins accès à, facilement, tu sais,
des grands-parents, des tantes, des oncles, des personnes qui, j'ai l'impression, traditionnellement, puis encore puis en tout cas dans mon expérience, par exemple, de mon enfance, tu sais, j'ai moins accès à ces réseaux-là. Mmh. Puis, donc le réseau que j'ai, à Québec, ça va être plus justement des amis, mais c'est beaucoup des amis qui ont déjà des enfants, donc qui, oui, sont là pour m'écouter, par exemple, mais sont beaucoup moins impliqués, puis beaucoup moins que je le souhaiterais, dans l'éducation de ma fille, justement. Puis c'est pas un reproche dans le sens que je dis: «Ah, tu sais, ils sont pas assez», mais moi-même, je vais pas demander, Mmh. à ce qu'ils s'impliquent. Hem Puis, il y a aussi que comme quand, la grande pandémie et la distanciation sociale, nous a frappés, ma fille Ben avait, ouais. 2 ans. Donc, j'ai l'impression que dans la petite enfance comme avant 2 ans, j'étais un peu craintive à laisser ma fille. Je l'ai pas fait garder souvent par d'autres personnes, à part quand elle était en milieu de garde, justement. Hem, Fait que c'est ça, c'est comme j'étais un peu craintive à la faire garder. On dirait qu'il y avait pas des personnes avec qui je me sentais assez proche, puis pour oser leur demander de comme passer du temps Mmh. avec mon enfant, à la limite, j'aimais mieux passer du temps avec eux et mon enfant que de Ouais. faire garder mon enfant, par exemple. Puis surtout si c'est un jeune enfant qui nécessite Ouais, encore, tu sais, comme de se faire changer, tu sais, oui, si, elle va pas à la toilette toute seule, tu sais, il y a comme ouais, justement là, je pense qu'avant 3 ans, il y a des soins particuliers aux jeunes enfants que tu veux pas nécessairement ben, c'est justement, c'est qu'on conceptualise tellement ces choses-là comme la responsabilité unique des parents ouais. que de demander à quelqu'un de prendre soin de son enfant à cet âge-là, ben, c'est comme aussi lui demander ça, puis c'est comme on a une grosse gêne, j'imagine. Ben, c'est ça exactement. Fait que, tu sais, j'ai genre, on s'est beaucoup, débrouillés seuls. Mmh. Hem Puis c'est ça, puis là, après ça, ben, au moment où comme littéralement, je pense 2 semaines avant la pandémie, je l'avais fait garder par une amie, puis j'étais comme: «Ah, c'était vraiment le fun, on devrait refaire ça plus souvent». Puis là, c'est comme: «OK, non, là, on n'a plus le droit de voir personne». Tu sais? Fait que ça a un peu Mmh. changé, comme ça l'a comme freiné notre élan, puis là, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir vers ça, mais je trouve que c'est difficile à laisser aller. Fait que c'est pour ça que pour moi, tu sais, c'est super important pour moi que ma fille soit dans un milieu de garde, puis on a la chance qu'elle soit dans un CPE. Puis, tu sais, j'ai une grande confiance envers les éducatrices qui travaillent dans les CPE, puis qui font des miracles. Puis là, tu sais, je trouve ça je pensais que je trouverais ça difficile de voir que ma fille apprend des choses que c'est pas moi qui lui a montré. On dirait que Mmh. j'avais comme l'idée que ça me dérangerait. Puis au contraire, je suis tellement fière quand elle m'arrive puis elle m'a dit, ben là, assez tôt dans sa vie de CPE, elle a appris la méthode pour mettre un manteau façon CPE là, c'est-à-dire, je sais pas si tu as déjà vu ça, puis si les Non. gens qui nous écoutent sont familiers avec ça. Ben, moi, j'ai toujours entendu que c'est les CPE qui apprennent ça aux enfants, puis peut-être certaines garderies, mais c'est de mettre ton manteau à plat au sol, puis là, tu te mets comme à la tête de ton manteau, puis là, l'enfant met ses 2 bras dans les bras du manteau, puis le swing par-dessus sa tête et est donc autonome pour mettre son manteau assez tôt, c'est une méthode qui est comme un peu drôle, mais qui est beaucoup plus facile que de prendre son manteau, puis d'essayer de mettre une manche, puis d'essayer de mettre Hein, l'autre. Pour les hein. enfants, c'est super difficile. Puis je comprends très bien qu'en CPE ou, en garderie, quand tu as genre, plusieurs enfants à habiller que Mmh. tu veux les rendre autonomes, puis je suis bien, bien, bien contente de ça. Mais c'est drôle, là, elle fait ça pour mettre des hoodies aussi des fois, là, c'est vraiment comique, mais tu sais, c'est un exemple vraiment banal, mais tu sais, c'est ça, elle a comme une fierté, là, de me raconter, des choses qu'elle a faites à la garderie, puis je trouve que Mmh. je trouve que c'est juste sain, en fait, qu'elle apprenne de d'autres adultes, puis qu'elle apprenne à faire confiance à d'autres adultes aussi que nous, là. Fait que Mmh. c'est c'est ça, c'est pas si facile, mais c'est ça, puis je pense en tout cas, on dirait que la fameuse phrase qu'on entend souvent, là, tu sais, que ça prend un village pour élever un enfant, on dirait que moi, je l'ai un peu toujours à travers de la gorge parce que je suis comme: «Il est où ce village-là?» tu sais? Parce que j'ai l'impression que Mmh. cette phrase-là, on l'entend souvent, mais je pense qu'elle correspond pas à la réalité d'aujourd'hui, d'un mode de vie qui est très individualiste, tu Mmh. sais,
que, tu sais, on parle pas souvent à nos voisins, tu sais, il y a comme plein d'éléments, tu sais, je dis pas que c'est tout noir ou tout blanc, là, mais il y a quand même, c'est ça, il y a des c'est je trouve que c'est plus difficile, comme le sentiment de communauté est plus difficile, puis là, ben, quand tu veux, confier, la garde de tes enfants, ce que tu as le plus précieux, ou pas juste la garde, mais je veux dire comme, Les tu sais, soins, d'avoir du soutien, oui, ouais. d'avoir des soins, c'est ça, tu sais, c'est pas évident. Ouais. Ben, tu sais, je pense que la phrase, «Ça prend un village», je pense qu'à la base, c'est comme un proverbe qui vient de quelque part en Afrique, là. Fait que comme, Ouais, pas issu d'un contexte, late stage capitalism, full individualiste, clairement. occidental au sens entendu du terme. Fait que, tu sais, je pense que cette phrase-là a beau être répétée un peu comme un conseil sage ou en tout cas une façon de vivre qui est très louable. Surtout depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout est axé sur le noyau familial, comme je Ouais. disais, avec 1,5 enfants. Hem, Fait qu'on a j'allais dire: «On a la société qu'on mérite», c'est chien, là, mais genre que, tu sais, on peut pas s'attendre à tout à coup dire: «Ah ouais, bon, ben, ça prend un village, fait que je vais impliquer plein de gens dans l'éducation de mes enfants», alors que comme notre société est pas organisée Ouais. comme ça, tu sais? Fait que ça demande beaucoup, je pense, d'effort puis d'intentionnalité de la part des parents qui veulent des fois peut-être déléguer la tâche Mmh. d'éducation à d'autres gens dans leur réseau, tu sais? Ouais, Hem, Fait que justement, tenant compte de la structure de notre société qui est vraiment pas orientée pour faciliter ça, est-ce que ouais. tu arrives quand même, à impliquer peut-être justement des amis, des gens qui habitent proches de toi, ou tu sais, même à la limite des parents d'amis de ta fille, tu sais, comment tu arrives à un peu peut-être ou comment tu essaies d'inclure d'autres adultes significatifs dans la vie de ton enfant? Ben, je pense qu'une des manières que j'ai utilisées, surtout aussi avec le contexte, comme je disais là, de la COVID, puis du fait qu'on n'a pas vu beaucoup de monde, c'est de parler beaucoup de mes amis, puis des Mmh. gens, qui sont importants pour moi. Je lui en parle souvent Mmh. quand je dis, tu sais, des fois, ça peut arriver que, tu sais, je sorte, je vais voir un ami, puis qu'elle, elle vient pas, mais, tu sais, souvent, je vais comme lui montrer des photos, tu sais, avec les réseaux sociaux, c'est le fun, ou même les enfants de mes amis. Puis j'ai fait ça dernièrement, avec une amie justement que, littéralement, ma fille avait vu sa fille, genre, à sa fête de 2 ans, puis là, elle l'avait pas vue du tout pendant la pandémie, puis on a décidé, ça faisait full longtemps qu'on voulait aller au parc ensemble, fait que, tu sais, d'essayer de créer ces moments-là pour qu'elle voit d'autres Mmh. adultes, d'autres enfants aussi, puis de, puis là, tu sais, le matin même, je lui dis: «Ah oui, on va aller jouer avec tel ami», puis tout ça, puis là, je lui montre des photos: «Regarde, vous vous êtes déjà vus, mais ça fait longtemps». Puis tu sais, lui montrer des photos qu'elles se sont déjà vues, mais tu sais, elle s'en souvient plus. Puis là, elle était comme: «Ah, ça me tente pas vraiment. Tu sais, elle était comme pas certaine si ça lui tentait, mais je disais: «Ah Ouais. oui, mais regarde, on va aller au parc, ça va être le fun». Puis finalement, tu sais, c'était rendu les meilleurs amis du monde au bout d'une heure. Puis, tu sais, c'était génial. Puis de voir justement d'autres adultes, de cette manière-là. Puis autant des amis qui ont des enfants ou qui ont pas d'enfants. Tu sais, c'est comme Mmh. de trouver l'équilibre aussi entre des fois je veux sortir puis je vais être toute seule avec mes amis, puis des fois je suis comme: «Ah oui, ben oui, ça serait le fun d'amener mon enfant, d'aller prendre une marche avec mon ami puis d'amener mon enfant». Fait que, tu sais, j'essaie de trouver, c'est ça, un équilibre qui convient, puis là, ben, en espérant que la situation, continue à s'améliorer, puis aussi, tu sais, de se forcer à ben, pas de se forcer, mais un peu oui, là, de créer des liens avec, des voisins qui ont des enfants qui jouent souvent dehors. Fait que là, maintenant, je Mmh. suis amie Facebook avec des voisins que je connaissais pas avant, mais que parce qu'on a des enfants du même âge, maintenant on a un lien, ou avec, des parents d'autres enfants au CPE, qu'on a un peu le même beat de vie, qu'on habite un peu dans le même quartier. Fait que d'essayer de c'est ça, de il faut que ça soit intentionnel. Je pense que c'est ça que tu disais tantôt, Mmh. là. On n'a pas le choix de travailler pour que ça arrive, parce que ça arrivera pas C'est naturellement. ça. Naturellement, on va rentrer chacun chez nous puis on se verra Mmh. pas, là. Mmh. Puis tu as mentionné quelque chose d'intéressant, puis peut-être que je terminerais notre, mini pataugeoire là-dessus. De la part des personnes qui, mettons comme moi, mais là, c'est sûr, j'habite loin, mais quand même, des personnes qui ont pas d'enfants, est-ce que tu t'attends à un type de soutien particulier, justement, de ces personnes-là, du fait de peut-être leur
penser qu'ils ont peut-être un petit peu plus de disponibilité? Comme, est-ce que tu as des attentes particulières par rapport aux gens dans ton réseau qui n'ont pas eux-mêmes d'enfants, mais de qui tu te considères proche? Ouais, ben, j'ai envie de dire que j'ai pas nécessairement d'attente particulière parce que je pense que je veux pas non plus comme, puis tu sais, d'une part, j'ai de la difficulté à demander de l'aide, fait que Mmh ça, c'est une mh. chose sur moi, mais c'est aussi le fait que je veux pas comme tu sais, je veux pas supposer que parce que des personnes ont pas d'enfants, que ça veut dire que ils ont tout leur temps et qu'ils ont Mmh. l'envie et l'énergie de s'occuper de mon enfant, mais en même temps, tu sais, je pense que si ben, en fait, je pense qu'une des choses que je m'attendrais, c'est que si certains de mes amis, particulièrement sans Oh non! enfants, ont envie d'être impliqués, de me le dire. Comme moi, je me sens mal à l'aise de le demander, mais si je sais que quelqu'un me dit: «Ah ben regarde, moi ça me ferait plaisir que tu viennes, tu sais, de passer un après-midi toute seule avec ta fille pour, tu sais, vous donner un break» ou des choses comme ça, ben, ou tu sais, aller souper ou peu importe, comme de me le dire directement pour que je le Mmh. sache, puis que je me sente moins gênée d'avoir l'impression de demander, puis de faire comme: «Ah, mais là, j'ai comme l'impression que c'est je vous demande de quoi de Mmh. super gros, mais dans le fond, c'est pas si gros que ça». Puis surtout que comme, tu sais, quand les enfants vieillissent, comme tu dis, là, tu sais, à un moment donné, quand ils sont plus aux couches, quand ils marchent, qu'ils parlent, qu'ils peuvent nommer leurs besoins, c'est beaucoup plus Ouais. facile aussi, là. Ça rend les choses, puis je suis en train d'expérimenter cette période-là de la vie de mon enfant, mais ouais, je pense que ça serait ça, d'être comme vraiment d'offrir son aide puis de le mentionner, Mmh. des choses qu'il serait prêt à faire. Comme ça, je me sentirais moins mal de demander parce que je Mmh. sais que ça fait partie de leur, des choses qu'ils sont prêts à faire pour m'aider. Mmh. C'est un bon conseil que je vais retenir pour toi et d'autres amis qui ont des enfants. Merci. Yeah. On est rendu en eau profonde, puis ça me fait plaisir de vous présenter l'entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours avec Tiffaine Leclerc, qui est autrice et doctorante en santé communautaire. J'étais super contente de faire une entrevue avec Tiffaine parce que ben, c'est mon amie, je dois le préciser. Puis Tiffaine est devenue parent quelques années avant moi, puis j'avais vraiment envie de lui parler parce que ben, c'est une personne que je trouve super brillante, qui est vraiment géniale, puis qui est très inspirante comme mère, je trouve, puis surtout dans son ouverture puis dans son humilité. Hem, Fait que c'est pour ça que je voulais lui parler, puis je voulais aussi avoir son point de vue de parent qui a un enfant avec un handicap. Hem, Puis je vois des points en commun avec ma vie parce que ma fille a une maladie chronique. Donc, Mmh. c'est sûr qu'on se rejoint sur certains points, même si chaque enfant et chaque condition est unique, puis que, tu sais, nos vies sont pas les mêmes, mais tu sais, je pense qu'on peut se rejoindre sur certains points. Hem, donc voilà, je vous laisse écouter l'entrevue, puis on va s'en reparler après. Ben salut Tiffaine, merci d'être avec moi cet après-midi. Ben merci de me recevoir. Je suis très contente d'être là aussi. Aujourd'hui, on voulait parler de parentalité, fait que j'aurais envie que tu nous parles un peu de ta famille. Qui est dans ta famille? Qu'est-ce qui vous caractérise? Qui sont les personnes avec qui tu partages ta vie? Oui, ben en fait, je partage ma vie d'abord avec mon copain Patrice, puis on a 3 enfants. Paul, notre premier bébé, est décédé à l'âge d'1 mois en 2014. Puis ensuite, on a eu Aimé, qui a maintenant 6 ans, presque 7, et Malou, qui a 3 ans et demi. Puis, la question que j'avais envie de te poser en 1er, c'est comme qu'est-ce qui t'a surpris de la parentalité? Comme c'est quoi qui a été le plus surprenant pour toi, en devenant parent? Je pense que c'est une surprise qui se déploie dans le temps parce Mmh. que je crois que quand j'étais en train de prévoir avoir des enfants ou un enfant, quand j'étais enceinte, je me projetais beaucoup dans la petite enfance, puis j'ai adoré cette période-là. J'ai adoré les périodes nouveau-nés, j'ai adoré allaiter, avoir un bébé collé sur moi. En même temps, j'ai aussi repris des activités assez rapidement après mes grossesses. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé cette période-là que certaines personnes trouvent super difficile, puis pour lesquelles il y a en effet plein de défis, mais moi, ça a été quelque chose qui a été, hem
vraiment agréable pour moi. Puis c'est plus avec l'âge qui, tu sais, quand les enfants grandissent un peu, que je trouve que les défis, des fois, je me sentais moins bien préparée Mmh. à vivre avec, mettons, des crises, des cris, des moments de rejet. Ouais. Tu sais, fait que je pense que c'est ça, je m'attendais comme à ce que ce soit difficile au début, puis de plus en plus facile parce que c'est quelque chose qu'on entend. Ouais. Puis ça n'a pas tant que ça été mon expérience. Fait que, tu sais, je pense des fois, j'ai eu des chocs renouvelés de genre, oh mon Dieu, mais quel job compliqué d'être parent. Fait que, tu sais, je peux pas pointer un moment de genre, ah, c'est dur, mais Ouais. ben, quoique peut-être la pandémie pourrait être un bon moment de oh mon Dieu, c'est vraiment dur. C'est clair. Puis qu'il faut se rappeler que, ben ouais, il y a une pandémie qui s'ajoute, Mhm. qui complique le défi qui est déjà quand même grand de faire pousser des enfants. Oui, effectivement, parce qu'en plus, Malou était quand même jeune au début de la pandémie, elle était bébé. Oui, c'est ça. Ben, elle Ouais. avait 1 an et Ouais. 1 an et demi, Ah, là, c'est ça. mais elle était encore quand même très dans un moment de, tu sais, de dépendance, si on veut, Oui, là. oui, oui. Puis, tu sais, puis deux enfants qui ont quand même un écart d'âge qui fait qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, puis que sont pas c'est pas toujours facile, mettons, d'être un parent pour s'occuper des deux en même temps, là. Nous, on a la chance d'être les deux parents à se relayer ou à se séparer les enfants. Mhm. Mais quand on est juste un des deux, des fois, ils n'ont pas des âges où c'est nécessairement facile d'être une seule personne en charge en désavantage numérique, mettons. Clairement. Ça, c'est quelque chose que je connais pas du tout, puis t'as toute mon admiration parce que gérer un enfant, c'est quelque chose. En gérer plus qu'un, je pense que c'est quelque chose. Ouais, mais je pense que des fois, il peut y avoir des moments où, tu sais, la dynamique est bonne, puis ça, tu sais, il s'auto-anime. Ouais. Mais c'est ça. Je dirais que là, ça commence à arriver de temps en temps, mais c'est quand même relativement nouveau dans notre vie. Mais tu sais, c'est sûr que le développement de Malou fait que ça arrive peut-être un peu plus tard. Puis aussi, des fois, l'humeur des deux, puis leur personnalité, tu sais, fait que ça fit plus ou moins, là. Des fois, quand il y en a deux, il y a une belle dynamique qui s'installe, puis que les parents, j'imagine, sont super relax, là. On peut rêver. Oui, non, c'est clair. Ben justement, tu parles de la dynamique un peu différente avec Malou, puis c'est un des sujets que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Puis là, parce qu'en pré-entrevue, on a un peu parlé du terme que j'utilisais. Là, je me remets un peu en question, mais je voulais parler des enfants avec des besoins particuliers. Puis je pense qu'on pourra parler un peu plus tard de l'expression besoin particulier, mais disons, Malou vit avec une différence, avec quelque chose qui est un peu différent. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, ben en fait, Palou, elle a la trisomie 21. Fait que c'est quelque chose qu'on a appris pendant que j'étais enceinte. Puis, donc, on a toujours su là, qu'elle arrivait avec un petit chromosome d'extra. Puis, ça a quand même des impacts sur comment sa vie se passe. Tu sais, dès la naissance, en fait, elle a été pas mal prise en charge à l'hôpital, puis il y avait plus d'inquiétude que quand c'est un bébé typique qui naît, puis elle a été hospitalisée, puis après elle a eu quand même pas mal de suivis médicaux, mais ça s'est quand même placé, puis sinon plus pour soutenir son développement. Mhm. Fait que c'est ça, au quotidien, il y a quand même quelques différences par rapport au fait d'élever un enfant qui est plus typique. Euh, mais tu sais, en même temps, je sais pas, je sais pas quoi en dire, là, dans le sens où, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent différemment, puis que dans son apprentissage, ça se fait à son rythme, puis que ça pose aussi des défis dans le lien qu'elle a, tu sais, avec la famille, dans le lien qu'elle a avec son frère, comme je disais, là, que tu sais, c'est Mhm. peut-être, ça creuse parfois un petit peu l'écart. Mais c'est ça, parallèlement aux défis que ça amène, ben, c'est aussi un enfant qui est vraiment hot, puis qui est super souriante, puis elle est super agréable avec nous la majorité du temps, et aussi elle a un caractère bien affirmé par moment, là, tu sais, je veux pas, en disant qu'elle est souriante, peut-être que ça, tu sais, ça va dans le sens de l'idée qu'on se fait des fois des personnes qui ont la trisomie, comme quoi ils seraient comme toujours de bonne humeur. Ouais. Ce qui n'est pas notre expérience, même au jeune âge de 3 ans et demi. Mais c'est ça. Elle est vraiment cool, puis elle est persévérante, puis elle est tripante. Fait que c'est ça.
il y a un peu de tout dans le quotidien Ouais. avec elle, là. Ben oui, puis ben, en tout cas, je pense que moi, heu, une des choses qui m'avait surprise quand j'ai appris comme à connaître un peu c'était quoi la trisomie 21, tu sais, je pense que je savais pas personnellement les problèmes de santé qui étaient associés parce que j'ai l'impression que souvent on associe ça à la déficience intellectuelle, mais c'est pas que ça aussi, ben, tu as parlé, là, tu sais, qu'elle a été, hospitalisée un peu à la naissance puis qu'il y a des problèmes de santé, mais en tout cas, moi, je sais pas à quel point les gens savent aussi que Mmh. il y a plein de trucs qui sont Ouais. associés. C'est pas juste une question de retard de développement ou de développement différent puis de de déficience intellectuelle, par exemple, là. Oui, oui, c'est ça. Ben, moi non plus, en fait, je savais pas, là, c'est pas, tu sais, j'avais pas vraiment de contact dans ma vie tant que ça avec des personnes qui avaient la trisomie. Tu sais, j'ai été dans des écoles primaires et secondaires où il y avait des programmes où il y avait des personnes qui avaient des handicaps, physiques puis intellectuels, donc différentes personnes qui avaient la trisomie, mais tu sais, honnêtement, là, mon lien était très, absent, là, puis pas Ouais. particulièrement positif, là, tu sais, ça, je pense pas qu'on venait je sais pas si ça a changé, mais je pense pas que dans mon expérience, il y avait toujours la meilleure job de faite pour intégrer ces personnes-là Mmh. dans l'école, puis pour s'assurer que les jeunes, tu sais, soient respectueux, puis tout ça, là, fait que bref, c'est un autre sujet, mais c'est pas quelque chose que je connaissais bien. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en ayant eu un diagnostic prénatal, ben, tu sais, j'ai eu le temps de lire puis de voir un peu, puis les médecins évidemment qui étaient, j'avais un suivi, avec une sage-femme, mais on a aussi eu un genre de suivi supplémentaire pour Mmh. s'assurer que, il y avait pas d'inquiétude particulière à avoir pour Malou parce qu'entre autres, il y a beaucoup de cardiopathie chez les bébés Mmh. qui ont la trisomie. Malou, elle, son cœur était correct, là, fait que, tu sais, c'était quand même un soulagement de ce côté-là. Mais oui, en effet, il y a comme quelques problèmes de santé associés. Puis, tu sais, aussi des différences qui ont un impact sur le développement physique, qui viennent pas nécessairement de la déficience intellectuelle, mais mettons le fait que c'est des personnes qui vont avoir tendance à être hyper laxes ou, Mmh. avoir, moins de tonus musculaire, ben ça pose des défis, là, pour, mettons, apprendre à se tenir debout, à marcher, à sauter, à faire du vélo. Fait que, tu sais, un peu, il y a tu sais, il y a des impacts un peu sur l'ensemble des sphères de la vie parce que, tu Ouais. sais, des actions après qui peuvent avoir l'air simples, tu sais, il y a des défis supplémentaires qu'on voit arriver un peu à des tu sais, mettons, si ta motricité, fine est moins bonne, ben, tu sais, quand tu essaies d'apprendre la propreté, puis Mmh. qu'il y a un défi, mettons, de pas pouvoir attacher un bouton ou pas avoir plus de misère juste avec la mécanique, Ouais. ben, tu sais, ça va avoir un impact sur comment tu acquiers la propreté, mettons, pour un petit enfant. Puis, C'est tu clair. sais, je suppose qu'on aura d'autres choses qu'on va découvrir aussi au fil Mmh. du temps qu'on ne voit pas nécessairement venir, mais tu sais, en même temps, je sais pas qu'est-ce que ça donnerait de les voir venir dans le sens où, ben, c'est des choses qui Ouais. sont là, puis que quand la question se pose, ben, on trouve, une solution. Puis à un moment donné, l'éducatrice au CPE dit: «Ben là, il faudrait mettre des pantalons moins serrés à Malou». Fait que, ben, on met des pantalons plus mous. Puis tu sais, c'est pas genre tu sais, je pense des fois, si tu essaies de prendre en considération toutes ces choses-là en même temps, ça devient Ouais. étourdissant. Puis en même temps, ben, il y a des choses, tu sais, auxquelles, on peut s'adapter quand même facilement quand c'est genre, OK, le problème, c'est X, puis la solution, c'est Y, ou des fois, la solution, c'est comme vraiment plus compliqué à trouver, mais tu sais, Ouais. on peut pas nécessairement le prévoir d'avance, là. Fait que c'est ça. Il y a comme, en effet, là, tu sais, ça joue sur différentes sphères de développement. Ouais. Puis, tu parlé un peu de, tu sais, l'intégration à l'école puis tout ça, puis ça me fait penser au texte que tu as partagé il y a pas si longtemps, de Amy Silverman qui parlait de bon là, je vais sortir mon anglais. The most difficult part of raising a daughter with Down syndrome. Puis, je l'ai lu le texte, puis on va le partager évidemment en note de l'épisode, mais je me demandais, tu sais, tu avais l'air de, tu sais, de raisonner beaucoup avec ce texte-là, puis je me demandais qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dans ce texte-là?
Ben, je pense que, tu sais, c'est sûr que là, c'est un texte sur le vécu d'une fille qui est beaucoup plus vieille que Ouais. Malou, qui vit avec la trisomie 21, puis que, tu sais, c'est un peu sur comment elle vit son quotidien, puis son intégration dans une école. Mais je pense que, tu sais, ce qui me rejoint là-dedans, c'est plus de dire, ben, tu sais, en fait, les défis qu'on vit comme parents, des fois, sont un peu champ-gauche, tu sais. C'est peut-être pas Mmh. ça qu'on s'attend à trouver difficile, puis là, finalement, tu sais, dans son cas, c'est genre comment tu accompagnes une personne qui a une déficience intellectuelle dans un deuil, tu sais, c'est Ouais. comme c'est compliqué puis tu sais, mais en même temps, tu sais, si t'es parent d'un enfant qui se développe typiquement, ben ça se peut que tu sais, que tu arrives à un moment où l'enfant a un défi de ce genre-là, tu sais, quelque chose qui est imprévu, puis que ça va être Ouais. vraiment difficile. Puis de la même façon, tu sais, en tout cas là, je pense que c'était étonnant pour elle, mais tu sais, moi aussi, je pense que des fois, les choses qui me confrontent, tu sais, m'étonnent un peu, puis c'est pas Mmh. nécessairement les affaires que je pensais qui vont être les plus difficiles, à vivre. Fait que, tu sais, c'est plus dans ce Ouais. sens-là que je trouve que c'est une perspective intéressante aussi à lire pour des personnes qui vivent pas ça. Puis, tu sais, puis pour moi qui ne vis pas encore ça, tu sais, Mmh. ce genre de défi-là. Mais, éventuellement, ben, tu sais, on sait pas ce qui attend Malou comme tu sais, comme endroit pour s'impliquer, pour se Ouais. sentir intégré, puis aussi là-dedans, il peut y avoir des défis, puis des choses qui fonctionnent moins bien, ou des moments où ça va se sentir exclu pour X, Y raison. Puis c'est pas nécessairement, mettons, dans ce cas-là, qu'elle était volontairement exclue puis rejetée, mais mettons, elle n'est pas Mmh. invitée à un événement qui serait important pour elle. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, je trouve que ça montrait une facette intéressante de ce que ça veut dire être une personne qui a une déficience intellectuelle, puis aussi être un parent qui accompagne son enfant là-dedans, là. Ben, Fait clairement. C'est ça. Ben oui, parce que de la manière que c'était présenté, tu sais, il disait justement la fête qui avait été organisée, c'est pas tant que c'était comme pas comme s'il avait dit: «Ah non, on va pas inviter cet enfant-là», mais juste dire comme je pense qu'ils ont pas pensé, là, mhm. alors qu'elle aurait adoré être là, puis ça doit être difficile justement comme parent, là, comme tu dis, d'accompagner, puis c'est pas, c'est ça, ça doit être difficile. C'est ça, puis je pense que, tu sais, à une échelle différente, tu sais, je pense qu'on va le voir rapidement avec Malou, que peut-être des fois, les gens vont prendre pour acquis qu'une activité va pas l'intéresser, Ouais, puis peut-être que si on l'invite, elle va pas faire la même chose que les autres, mais qu'elle va être incluse, puis que comme parents aussi, on va vivre, tu sais, un sentiment d'inclusion ou d'exclusion. Mais tu sais, pour ouais. l'instant, ça s'est pas tant présenté. Puis des fois, c'est nous qui avons dit: «Ah non, on fera pas ça parce que genre ça va juste être beaucoup de gestion puis ça sera pas Ouais. si le fun». Mmh. Mais tu sais, je peux très bien imaginer, mettons, qu'elle soit pas invitée quelque part où, en fait, peut-être qu'elle aurait été un peu en retrait ou que, tu sais, ou on le sait pas aussi, des fois, ça va super bien. Tu sais, on est allé dans un centre de trampoline en fin de semaine pour Oh! une fête d'enfants, puis finalement, ça a super bien été avec Malou, tu sais. Ouais. Puis elle a fait ce qu'elle voulait faire, puis tu sais, les autres enfants plus grands qui étaient autour, ça s'est super bien passé, tu sais. Fait que des fois, on essaie des choses, puis c'est un désastre total. Puis des fois, on essaie des choses qu'on se dit: «Ouh, il y a vraiment des fortes chances de difficultés», puis finalement, c'est correct, tu sais? Fait que Ouais. c'est ça. C'est un peu étonnant parfois, mettons. C'est clair, c'est ça, on peut pas, mais je pense qu'avec la petite enfance aussi, il y a ça, là, de manière générale, là, tu sais, sont petits, on sait pas, des fois, il y a des trucs qu'on pense que ça va être super simple, ça va se passer super bien, puis finalement, ça vire à la catastrophe, là, comme tu dis, mais Mmh. c'est ça, on peut pas le prévoir, puis c'est ça. Je sais que moi, dans le texte, il y a une phrase, là, qui m'a vraiment accrochée parce que ça disait qu'à un moment donné, Sophie, qu'elle s'appelle la fille dans le texte, elle disait que quand elle avait 8 ans, elle a dit à sa grande sœur qu'elle voulait pas avoir, la trisomie 21, tu sais? Puis, j'ai comme l'impression, je fais l'hypothèse que c'est pas encore arrivé pour toi avec Malou, là, elle est pas à ce stade-là encore, mais moi, ça m'est arrivé dernièrement que Rosalie me dise ça par rapport à la fibrose kystique, tu sais, puis qu'elle disait puis je m'attendais tellement pas à ce que ça vienne aussitôt, tu sais, elle a 4 ans et demi, puis comme elle m'a comme verbalisé ça, là, qu'elle aimait pas ça, puis j'étais là comme: «Oh OK», puis là, ça a fait, c'est comme un sujet qui est revenu quelques jours de suite, là, puis c'est d'essayer de trouver des mots pour la rassurer, mais en même temps sans, tu sais, sans compter de mensonges, là, tu sais, elle me disait, «Je vais-tu j'ai pas envie d'avoir ça, je veux plus l'avoir», ben, tu comme: «Ben, c'est ça, c'est une condition que tu vas avoir toute ta vie, là, tu sais, ça changera pas», fait que, heu,
c'est ça. En tout cas, ça va peut-être arriver de ton côté qu'un jour Mhm. Malou va verbaliser ça, là. Oui, je pense que Mais en tout cas, c'est pas la ouais. première fois que je disais quelque chose dans cette lignée-là. Puis en même temps, je crois qu'il y a aussi des personnes qui vivent avec la trisomie qui atteignent un moment où ils sont comme à l'aise avec Ouais. ça, puis qui Ben sont, oui. tu sais, à la fois conscientes de cette condition-là et à la fois dans une posture plus de fierté ou de, Ouais. tu sais, de revendiquer cette différence-là ou, tu sais, peu importe comment ça va s'exprimer comme façon de revendiquer cette partie-là de leur identité. Mais, tu sais, je pense que je serais pas étonnée, mettons, que ça nous arrive à un moment donné qu'elle soit, tu sais, qu'elle ait, qu'elle dise quelque chose comme ça, là, tu sais, que Ouais. mettons qu'elle veut pas avoir la trisomie, mais en même temps, je pense qu'il y a plein de belles ressources Ouais. aussi pour aller vers quelque chose qui soit revendiqué positivement aussi. Fait que on verra, là. Pour l'instant, c'est ça, elle est encore petite, puis les choses qu'elle exprime en mots sont encore plus ancrées dans le réel, là, Ouais. mais dans C'est clair. dans le concret, plus que dans le réel, mais fait Ouais. que, tu sais, on n'est pas là, mais éventuellement, je veux dire, c'est fort possible, là, puis on va, tu sais, rendu là, on essaiera de trouver les bons mots, nous aussi. Je pense que c'est pas évident, là, mais Ouais. Ben oui, puis les difficultés, des fois, ben, comme tu dis, tu sais, il peut y avoir une fierté dans l'identité, puis mais en même temps, tu sais, je pense qu'il peut y avoir aussi, les difficultés peuvent être associées des fois aussi au regard des autres ou aux limites qui amènent la condition, soit des limites réelles, j'ai envie de dire, ou des limites ben, qui sont pas moins réelles, mais qui sont comme un peu imposées par les autres, là, comme le rejet ou d'autres choses comme ça. Là, mais en tout cas, mhm, je veux pas. Mais en même temps, tu sais, je pense que j'ai l'impression que tu travailles à entourer Malou de modèles positifs aussi, là. Puis notamment dans des implications sociales, parce que on s'est connus à cause de nos implications féministes, tu sais, fait que je sais très bien que t'es une personne très engagée, très militante. Puis j'ai remarqué dans les dernières années que tu t'impliquais plus ben, tu t'impliquais beaucoup pour des causes qui touchaient notamment la déficience intellectuelle, la trisomie 21, puis aussi les conditions de travail des éducatrices en milieu de garde, là, qui sont comme j'imagine, des causes qui sont proches de ton quotidien aussi. mhm. Puis moi, je sais que de mon côté, ben, j'ai commencé à m'impliquer dans des levées de fonds organisées par Fibrose Kystique Canada, mais tu sais, je pense pas que je m'imaginais me diriger vers des causes comme ça avant d'avoir, ben, moi, dans mon cas, d'avoir une enfant qui a la fibrose kystique, mais dans ton cas, tu sais, est-ce que c'est comme un passage obligé de devenir comme ambassadeur pour la cause? Mais je pense qu'il y a quand même, tu sais, il y a une communauté assez forte là, de parents d'enfants qui ont la trisomie, Mhm, puis je pense que c'est en effet une trajectoire qui est assez commune. Je dirais que, tu sais, dans mon cas, slash dans notre cas, ça s'est un peu passé au départ tu sais, pour moi, c'était un milieu connu, puis c'était une façon de faire connu que de m'impliquer. Tu sais, c'est quelque chose dans mhm, lequel je ouais. suis confortable, puis aller vers une ressource aller vers un groupe communautaire pour apprivoiser une réalité, c'est comme un réflexe. Puis, tu sais, Ouais. l'idée d'aller vers, tu sais, au départ, c'était pour avoir des infos pour Mhm. nous, pour savoir ce qui se passait, ce qui se faisait. Fait que, tu sais, c'est pour ça, dans le fond, je m'implique en ce moment à l'Association pour l'intégration sociale, qui fait de la défense de droits pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle là, dans la région de Québec. Mais tu sais, au départ, quand on les a contactés, en fait, c'est la mère de Patrice qui les a contactés pour avoir comme des informations, tout ça, quand j'étais enceinte de Malou. Puis, tu sais, l'implication visait un peu à nous rendre plus à l'aise avec ce qui nous attendait parce qu'on était un peu dans l'inconnu. Mhm. Euh, Fait que, tu sais, c'était d'abord pour répondre à un besoin personnel, puis ensuite, ben, tu sais, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre du contrôle sur cette situation-là? Tu sais, l'implication sociale, je pense qu'elle vient aussi beaucoup de là. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il y a en effet eu une transition vers, ben là, je me pose plus comme alliée d'une lutte que comme personne qui va chercher des services. Mhm. Mais en même temps, ben c'est ça, là, il y a une position qui est un petit peu changeante entre, ben, tu sais, c'est quoi, mettons, les besoins qu'on a comme parents, comme proches. Puis, tu sais, je pense qu'une organisation comme la l'AISQ, là, l'Association pour l'intégration sociale, va répondre aux besoins des proches, mais en même temps, pour moi, ce qui est central, c'est la défense de droits des personnes qui ont une déficience intellectuelle Ouais.
plus que... Mais tu sais, ça, c'est mes préférences ou ma manière de voir les choses. Ouais. Mais tu sais, en même temps, l'association s'adresse aux proches aussi. Mais tu sais, je pense, pour moi, c'est vraiment important qu'on reste centré sur les besoins des personnes qui ont une DI en premier lieu, Ouais. puis que la manière dont on s'organise collectivement comme parents, ça soit pas justement juste en tant que parents pour répondre à nos besoins ou pour répondre aux besoins tels qu'on les perçoit pour nos enfants, mais qu'on écoute en premier lieu comment les gens qui ont une DI eux-mêmes conçoivent leurs besoins, puis conçoivent ce qu'ils ont envie de mettre de l'avant dans le monde, là. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que je pense qu'à un moment donné, il y a eu un décalage. C'est on va chercher des ressources parce qu'on en a besoin à, OK, Ouais. là, on se sent plus solide, puis on peut être comme en soutien. Puis, tu sais, je pense pas que c'est quelque chose qui est comme définitif, là. Je pense qu'il peut Ouais. totalement avoir des moments où genre, OK, nous aussi, on a besoin de ressources. Qu'est-ce qu'on peut, tu sais, qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Puis en même temps, ben, tu sais, soutenir des projets qui nous touchent comme directement ou non. Tu sais, par exemple, les levées de fonds, ça visait à soutenir un projet de logement. Donc, c'est des logements qui sont pour des, tu sais, dans le fond, des logements supervisés pour des personnes adultes qui ont une Ouais. DI. Fait que, tu sais, nous, on n'est pas là-dedans du tout en ce moment, mais tu sais, en même temps, pour moi, je trouve que c'est vraiment trippant comme projet. Puis, tu sais, je me dis, tu sais, c'est une vision de société qui me rejoint complètement, l'idée d'avoir d'encourager l'autonomie puis d'encourager l'autodétermination des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Puis, tu sais, je pense que s'impliquer comme ça permet aussi d'ouvrir nos horizons sur, ben, tu sais, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est sûr que c'est pas ça le besoin de Malou, puis c'est pas ça nécessairement notre Ouais. besoin immédiat comme parents. Non. Mais, tu sais, je pense que ça participe à quelque chose de plus large, là, sur... Puis, tu sais, mais en effet, je suis pas sûre que c'est une cause vers laquelle je me serais tant que ça tournée Ouais. si c'était de notre expérience très personnelle, tu sais, de vivre avec un enfant qui a une DI, puis de se rendre compte qu'il y a 1000 affaires que je connaissais pas, Ouais. puis qui posent problème. Puis, tu sais, mettons, les notions d'accessibilité, ben j'avais un peu plus cette idée-là en tête autour des handicaps physiques, Ouais. mais beaucoup moins par rapport à la déficience intellectuelle ou à d'autres formes de handicap. Puis là, ben, tu sais, ça me pose plein de questions là, sur comment on s'organise dans la ville, dans le système scolaire, dans le... tu sais. Fait que je pense pas que ben, en fait, on le sait jamais, là, comme vers quoi on se dirige, mais tu sais, c'était pas nécessairement l'affaire qui était directement devant moi, mais en même temps, je pense que là-dedans, il y a comme, tu sais, 1000 choses à explorer puis à revendiquer, là. Fait que... Puis c'est ça, puis comme tu dis, là, l'intégration à l'école aussi, là, je sais pas c'est quoi la situation en ce moment, là, de l'intégration des personnes avec des déficiences intellectuelles à l'école, mais tu sais, j'ai comme l'impression que ça va comme mal dans le système scolaire de manière générale, fait que, tu sais, c'est souvent les besoins des personnes qui ont justement des besoins particuliers, puis parlons-en, je voulais vraiment qu'on en parle des besoins particuliers parce que j'avais l'impression que c'était une expression qui était correcte, puis tu m'as dit qu'elle était possiblement problématique. Voulais-tu Ben, en fait, je sais pas, expliquer pourquoi? tu sais, je pense que il y a en tout cas, si on l'utilise comme une traduction de special needs, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de gens qui, dans les communautés plus d'activisme autour du handicap, qui vont Ouais. remettre en question beaucoup cette expression-là en anglais. Tu sais, je pense que peut-être que la critique est moins développée autour de besoins particuliers, puis comme on en parlait un petit peu tantôt, tu sais, peut-être que aussi les termes besoins particuliers sont moins cristallisés autour de, tu sais, il y a peut-être moins de sens qui se sont ajoutés au fil du temps autour de cette expression-là qui peut en avoir autour de special needs. Mais tu sais, je pense que ça s'appuie beaucoup sur une analyse, tu sais, ou en tout cas le modèle social du handicap qui met de l'avant l'idée que les handicaps, c'est pas quelque chose qui est interne à la personne qui vit avec un handicap, c'est quelque chose qui est créé par les difficultés d'accès qui sont, tu sais, quand on rend pas comme société les différentes sphères de la vie accessibles, ben on crée un handicap alors qu'en fait, les conditions que les gens vivent individuellement, c'est pas ça en soi qui est problématique, c'est le fait qu'on permet pas, on trouve pas des manières de
puis il y a certainement, des vraiment meilleures manières d'expliquer ça que ce que je peux faire en ce moment, là. Mais, je pense que dans cette logique-là, parler de besoins particuliers, ben, on ramène vers l'individu, on remet une responsabilité à l'individu, pour ces besoins-là qui parfois sont en fait pas si particuliers que ça, puis pas si Ouais, special que ça, parce ouais, que ouais, ouais. en fait, ben, on parle, d'avoir, besoin, tu sais, de choses assez de base, tu sais. Ouais, Les besoins auxquels on fait référence, en fait, tu sais, c'est des besoins qu'on a toutes et tous, c'est juste que, mettons, l'accommodation dont on a besoin au quotidien peut être différente selon notre état de santé, selon, nos capacités. Fait que, tu sais, c'est ça un peu, en tout cas, je pense que aussi, en tout du point de vue d'un enfant qui a la trisomie, tu sais, moi, je suis assez à l'aise avec l'idée tu sais, qu'elle a un handicap, fait que c'est le terme qu'on utilise ouais, ou ouais. bien juste le fait qu'elle a la trisomie. Mmh. Mais tu sais, c'est sûr que ça s'applique pas à toutes les situations non plus. Puis en effet, tu sais, besoin particulier, c'est comme quelque chose qui est assez large puis qui peut répondre, à certains besoins, là, à Ouais. certains, tu sais, qui permettent de nommer un groupe ou ou quelque chose qui a besoin d'être fait au quotidien, mettons, de donner accès à un service X. Ouais. Mais tu sais, je pense que aussi le problème vient quand c'est plus le temps de définir le besoin, mais de définir les personnes, puis Oui! on leur assigne cette étiquette-là de besoin particulier. Ouais. Puis dans le fond, ben, est-ce que c'est un enfant à besoin particulier ou c'est un enfant qui a des besoins puis qui a aussi un handicap, puis il faut qu'on trouve des manières, qui sont peut-être pas les mêmes que pour leurs frères ou leurs sœurs qui ont un développement qui se fait autrement. Fait que c'est un peu ça, mais tu sais, probablement que d'autres personnes en fait, certainement que d'autres personnes seraient plus en mesure de dire, ben, qu'est-ce qui vient les chercher personnellement dans ces termes-là? Tu sais, moi, je lis, je me suis abonnée à plein de pages sur les réseaux sociaux, j'essaie de lire aussi. Puis ce que j'entends, puis ce que je vois des adultes qui ont des handicaps, c'est ou des jeunes, tu sais, qui s'expriment sur cette réalité-là, c'est que c'est pas une façon de parler qui les rejoint. Mmh. Puis j'entends aussi beaucoup de parents qui sont sur la défensive puis qui veulent pas dire que leurs enfants ont un handicap puis qui préfèrent le terme besoin particulier ou Ouais. special needs. Puis moi, je me sens, tu sais, mon parti pris, c'est de dire, ben, si les personnes qui ont des handicaps revendiquent ce terme-là, puis en anglais, souvent, ils vont revendiquer disabled Mmh. plutôt que Ouais. with disability, tu sais, puis dans le Ouais. fond, c'est comme de la même manière que, mettons, la communauté sourde va mettre de l'avant Ouais. l'idée, tu sais, du deaf avec un D majuscule, ben, tu sais, si les gens qui sont directement touchés disent, moi, j'aime mieux parler de handicap, ben, tu sais, moi, tu sais, je me rallie à ce qui est demandé puis à ce qui est exprimé comme préférence, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, les personnes qui vivent avec un handicap elles-mêmes seraient nettement mieux placées que moi pour Ouais. parler. Mais, tu sais, moi, je me dis, si en ce moment, ce qui est dit, c'est que cette façon-là de s'exprimer fonctionne mieux, puis, tu sais, répond plus à leurs souhaits puis à leurs besoins, ben, tu sais, je me rallie à ça complètement. Puis, tu sais, c'est sûr qu'en même temps, je veux dire, je pense que la trisomie, ça a comme un avantage d'être assez connu, Ouais. assez, tu sais, il y a comme on sait que c'est un handicap, on sait que Malou, elle va vivre avec ça Mmh. toute sa vie. Fait que, tu sais, c'est comme, quelque chose qui est tu sais, quasiment objectivement être handicapé, elle a Ouais, un ouais. handicap, c'est ça qui est ça. Tu sais, je pense que peut-être que dans d'autres situations, ben, la question de savoir est-ce que cette personne-là a un handicap ou non se pose complètement différemment, tu sais, Ouais. puis c'est ça, moi je vois ça du point de vue d'une personne qui a un handicap qui est assez comme défini. Fait que c'est ça, ça pose pas les mêmes questions autour de comment on appelle ça, qu'est-ce Ouais. qu'on en dit. En étant comme parent, il y a ça aussi, là, moi, en tout cas, je sais que j'ai l'impression que, tu sais, ben, c'est à moi de m'informer sur la maladie que ma fille a, puis sur, les services, puis tout ça, parce qu'évidemment que c'est pas elle qui va le faire en ce moment. Puis tout comme toi avec Malou, mais un jour, ils vont pouvoir, justement, là, devenir plus autonomes là-dedans, puis, pouvoir vraiment nommer eux autres mêmes leurs besoins, alors que là, c'est nous qui devons comme être un peu, justement là, un peu ambassadrice puis défenseuse de droit, là. J'ai lu ça dans un livre sur, les enfants avec des maladies chroniques, là, que le parent devient comme défenseur de droit pour son enfant pour être sûr
comme juste d'un point de vue individuel que l'enfant ait accès au bon traitement puis au bon service, là. Mais tu sais, je pense en tout cas pour Mmh. moi, la piste qui est intéressante à suivre, c'est de se dire, ben, en ce moment, mon enfant à moi peut pas me dire comme comment elle se perçoit dans le Ouais, monde, puis comment elle voudrait qu'on agisse, mais je peux aller voir qu'est-ce que les ouais. personnes qui sont plus vieilles en disent, puis comment les personnes qui ont la trisomie voient ça, cette question-là. Puis entre autres, je pense que c'est le Canadian Down Syndrome Society qui a fait une campagne autour de l'idée de special needs, Mmh. puis qui disait, ben, tu sais, c'est pas spécial, puis tu sais, c'est une Ouais. vidéo avec très humoristique, avec genre des besoins vraiment sortis de nulle part, tu sais, qui sont comme super comiques. Ils disent non, non, nous, on n'a pas des special needs, là. Tu sais, si faudrait Ouais. que je retrouve c'est quoi tu sais, les gags qui sont faits, mais tu sais, justement, qui remettaient en question l'utilisation de ces termes-là. Puis tu sais, après, ça veut pas dire que c'est comme la vérité absolue, mais en tout cas, je pense que c'est au moins important de se questionner. Puis, tu sais, pour moi, aller vers des personnes qui ont des handicaps physiques ou intellectuels ou qui font partie plus largement, tu sais, mettons, qui sont autistes ou qui ont différentes façons de voir la vie qui sont pas, tu sais, qui sont différentes de mon expérience à moi comme personne qui s'est développée typiquement, ça me permet d'avoir un peu plus Ouais. une idée de, ben, comme parent, quelle posture je peux adopter. Puis, tu sais, ça veut pas dire que je fais, tu sais, on peut tous faire des erreurs, évidemment, mais à mon sens, tu sais, je trouve qu'écouter ce que les adultes ou les jeunes qui sont quand même plus vieux que Malou ont à Ouais. dire sur leur propre situation, tu sais, je pense que c'est un bon guide quand même. En lien avec ça, est-ce que tu as des comptes sur les réseaux sociaux qui sont particulièrement le fun à suivre puis que tu voudrais nous recommander? Mais un qui me semble vraiment intéressant, ça s'appelle Unpacking Disability, je me semble, mais elle a changé de nom une couple de fois. Mais en fait, c'est un parent, c'est une mère qui elle-même vit avec des handicaps, OK. puis qui a une fille qui a la trisomie. Fait que, tu sais, je trouve qu'elle, elle a justement un point de vue qui est vraiment intéressant autour de ben, qu'est-ce que ça veut dire à la fois de vivre avec un handicap, à la fois d'être le parent d'un enfant qui a un Mmh. handicap, puis elle-même, tu sais, qui a une expérience du handicap qui est beaucoup plus vécue que la mienne. Ouais. Des fois, elle dit, ben, tu sais, je sais pas, là, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. Puis il me semble justement qu'à un moment donné, elle avait fait un post sur comment sa fille se voyait, Mmh. tu sais. Fait que, tu sais, puis sinon, ben, je suis aussi plusieurs comptes de personnes qui ont pas nécessairement tu sais, il y a une tonne de comptes de parents d'enfants qui ont la trisomie. Puis, tu sais, C'est j'en ai ça. suivi beaucoup pendant un bout, puis à un moment donné, je me suis désabonnée de ceux qui me convenaient moins. Tu sais, Ouais. entre autres, il y a un fort courant anti-avortement dans le Mmh. milieu des Ouais. parents, tu sais, parce que c'est sûr que, tu sais, ça, c'est tout un autre enjeu, là, les Ouais. tests prénataux de la trisomie, mais donc, c'est ça. Ça existe, puis à un moment donné, ben, tu même si ton enfant est vraiment cute, puis j'aimais ça, voir des vidéos, je vais, tu sais, Ouais. je veux pas cautionner cette prise de position-là. Mais tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a aussi c'est juste des gens qui ont des handicaps divers, puis qui réfléchissent à qu'est-ce que ça veut dire, mettons, les besoins en termes d'accessibilité, qu'est-ce que ça veut dire être un allié ou une alliée d'une personne qui a un handicap. Fait que, tu sais, tout ça, j'aurais plusieurs autres recommandations à faire, mais je connais pas nécessairement leur nom par cœur. Mais ça va me faire plaisir de suggérer quelques comptes, ouais. Ben merci, puis on va les partager, là, c'est sûr. Est-ce que tu aurais comme d'autres choses que tu aurais aimé ajouter ou d'autres choses que tu aurais aimé plugger? Ben, pas tant plugger, mais peut-être de dire que, tu sais, je pense que, puis c'est une réflexion que j'amorce tout juste, puis que j'amorce grâce à aimer, puis tu sais, je me rends Ouais. compte que il y a vraiment un défi, je pense, tu sais, à être le parent d'un enfant qui a un handicap, c'est une chose, mais aussi d'être le parent d'un frère ou d'une sœur d'un enfant qui a un handicap, puis Ouais. comment, tu sais, ça peut poser des défis en soi de vivre avec quelqu'un qui, tu sais, dans ses yeux d'enfant, qui reçoit beaucoup d'attention, Ouais. puis que peut-être lui en reçoit moins que sa sœur. Ouais. Fait que, tu sais, c'est quelque chose que en ce moment, je commence à explorer, pour lequel j'ai zéro conseil à donner, puis que, tu sais, je me rends compte que, oh, ça, c'est un autre défi que j'avais pas nécessairement vu venir, peut-être de façon Ouais. très, tu sais, j'ai peut-être été trop, tu sais, j'ai été, je sais pas comment dire, là, mais tu sais, un peu innocente de pas
C'est dans mon: «Ah ben non, ça sera pas un problème». Mais c'est ça, je pense qu'il y a tout un pan à explorer de ce côté-là aussi que moi, je commence tout juste à explorer parce que, tu sais, Aimé commence à verbaliser Ouais. que c'est difficile. Fait que, tu sais, comme on parlait de ce que Malou pourra dire ou pas un jour par rapport Ouais. à comment elle se sent. Pour l'instant, on n'est pas là, mais tu sais, là, je vois, ben, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire comme grand frère d'avoir l'impression qu'on reçoit moins d'attention, tu sais. Tellement. Puis, tu sais, puis évidemment que ça vient pas avec moins d'amour, mais je pense que ça peut être reçu comme ça. Puis, tu sais, c'est quelque chose Ouais. qui est peut-être, qui est pas évident à vivre, j'imagine. Mais en même temps, tu sais, je vois aussi des personnes qui sont les frères ou les sœurs de personnes qui ont un DI puis qui trouvent vraiment une place super tripante là-dedans. Ouais. Mais, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui a besoin d'être, accompagné puis nourri. Fait que c'est ça ma préoccupation du moment, je dirais. On arrive en dernière partie, puis on va revenir sur cette belle entrevue que tu as réalisée, Catherine, avec Tiffaine. Je voulais dire merci beaucoup. Puis merci aussi à Tiffaine d'avoir accepté de se livrer un petit peu, de livrer ses réalités avec nous puis notre auditoire. Tiffaine, je la connais un peu à travers toi, mais moi aussi, je l'ai trouvée très inspirante juste à l'écouter puis sa perspective sur comme plein de choses. Euh, Puis une affaire que j'ai trouvée particulièrement remarquable, c'est sa façon de gérer son quotidien avec Malou puis Aimé, tu sais, qui me semble très dans le moment présent. Puis comme on va y aller au jour le jour, au fil des défis qu'on rencontre, puis les défis qu'on s'était imaginés sont peut-être pas ceux qu'on va rencontrer, puis comme ben on va y aller, comment ça se présente, puis tu sais, c'est pas parce que Aimé est plus typique dans son développement qu'il y a pas des enjeux avec lui aussi. Fait qu'en tout cas, j'ai trouvé ça très justement là, genre moment présent, au jour le jour, ça me semble une manière très efficace de contrer peut-être les sentiments de overwhelm puis de pensée catastrophe, tu sais, parce que j'imagine en tant que parent, quand tu reçois un diagnostic, que ton enfant a une maladie chronique ou un handicap, tu sais, j'imagine que moindrement t'es propice à faire de l'anxiété, tu peux juste, tu sais, t'en aller sur une track où tu imagines tout qu'est-ce qui pourrait mal aller, tu sais? Mhm. Alors qu'au quotidien, comme Tiffaine disait, ben c'est pas parce qu'il y a des possibilités négatives que nécessairement ça va survenir, tu sais? Fait que, Ouais. en tout cas, fait que j'ai trouvé ça très rafraîchissant, tu sais, sa manière de parler du handicap de sa fille. Puis toi, Catherine, j'avais envie de te demander, tu sais, en tant que parent, est-ce que ta perception de la maladie chronique de Rosalie a changé depuis que tu as appris son diagnostic? Ça fait quoi, 2 ans à peu près? Ouais, 2 ans et demi. Fait que, tu sais, est-ce qu'il y a eu une évolution dans ta perception de cette condition-là? Puis comment tu deals avec dans ton quotidien aujourd'hui? Ben, c'est sûr qu'il y a eu une évolution. Je pense qu'au départ, ben, tu sais, c'est ce diagnostic-là pour nous a eu l'effet d'une bombe, là, tu sais, là. C'est quelque chose de quand même Mmh. gros. Puis je pense que, tu sais, Tiffaine mentionnait que comme la trisomie 21, c'est une condition qui est quand même assez connue, là, dans le grand public, qui est pas le cas de toutes les conditions puis de toutes les maladies qui peuvent exister ou de tous les Mmh. handicaps. Hem C'est aussi le cas de la fibrose kystique, sauf que je pense que les gens ont souvent une mauvaise perception de la fibrose kystique, qui est une maladie Mmh. qui est ben, veux pas, je veux dire, quand tu lis juste la définition officielle, c'est une maladie mortelle. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'en partant, te Mmh. faire dire que ton enfant a une maladie mortelle, te faire dire que ton enfant est mortel, tu le Mmh. savais, mais comme c'est tough, tu sais? Mais Mmh. après ça, moi, ce qui nous a aidés au départ, c'est justement, tu sais, toute l'équipe de soins qui sont entrés dans sa vie, là, au moment de son diagnostic, nous ont donné beaucoup d'informations, nous ont, dirigés vers, des ressources qui sont, tu sais, pas nécessairement des ressources, comme en termes de temps puis de soutien, mais plus en termes d'information, là. Je pense à la Fondation Fibrose Kystique Canada, qui est comme la fondation officielle, puis il y a aussi une autre fondation qui s'appelle Vivre avec la fibrose kystique. Donc, tu sais, qui sont des sources d'informations fiables. Parce qu'une des choses que le médecin nous avait dit au départ, c'était comme, là, partez pas
à googler, puis à aller voir, puis aller dans des Mmh. groupes, même dans des groupes de soutien, des groupes de parents, attendez un peu, attendez qu'on vous donne de l'information, puis même si moi, comme personne qui veut apprendre, qui veut tout comprendre, puis qui est très anxieuse, puis qui veut être capable de prévoir 10 coups d'avance, je trouvais ça difficile qu'ils nous disent ça, mais en même temps, je pense que c'était un bon conseil parce que il y a beaucoup d'informations, justement, puis Mmh. d'être capable de voir, tu sais, la situation de mon enfant. C'est quoi sa situation? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir maintenant par rapport à ses traitements, par rapport à ses médicaments, par rapport à oui, les risques, mais ça donnerait tu sais, comme mettons, l'exemple, une des choses qu'on en entend beaucoup parler, puis j'ai remarqué comme dans, quand il y a des livres ou des romans qui parlent de fibrose kystique, ils parlent vraiment beaucoup de greffe de poumon. C'est Mmh. quelque chose de big, là, puis une greffe de poumon, c'est vraiment Mmh. pas quelque Mmh. chose à prendre à la légère, là, tu sais, c'est vraiment quelque chose de super difficile. Sauf que c'est pas la majorité des personnes qui vivent avec la fibrose kystique qui ont besoin d'une greffe de poumon, d'une part, Mmh. puis la science évolue, puis je pense que ça va être de moins en moins, nécessaire. Oui, ça va probablement rester nécessaire pour certaines personnes, mais tu sais, fait que d'aller lire sur comme des trucs vraiment, tu sais, qui ont en ce moment pas de lien avec la condition de ma fille, je pense que c'était un bon conseil, là, tu sais, puis d'aller vers des Mmh. sources fiables, tu sais, si j'avais besoin d'avoir de l'information ou parce que là, tu deviens, rapidement l'experte, de cette maladie-là, parce que pour tous tes proches, pour toutes les personnes à qui tu parles, tu dois expliquer la maladie. Donc d'aller vers, mettons, soit des vidéos qui existent déjà, comme il y a une vidéo qui explique aux enfants c'est quoi la fibrose kystique, là, qui s'adresse comme aux enfants du primaire, qui a été faite par Fibrose Kystique Canada, je trouve super utile même pour des adultes, là, tu sais. Ça explique plein de choses. Puis d'aller lire là, de la vulgarisation sur le site de la Fondation pour être capable d'expliquer. Puis là, je pense que je suis rendue que je connais par cœur là, pas mal, comme bien des éléments, tu sais. Je Mmh. suis devenue une experte malgré moi, mais je pense que ça vient un peu avec, ben, avec ça, puis il faut que là, ma fille est rendue à un âge où, elle-même pose des questions sur sa maladie, fait que là, de pouvoir lui répondre, puis on essaye de, tu sais, de lui donner des informations qui sont, tu sais, à son niveau, mais, tu sais, moi, je trouve que c'est Mmh. important qu'elle sache pourquoi on fait les traitements, pourquoi elle prend des médicaments, qu'est-ce que ça fait, ce médicament-là, pour elle, avec des mots très simples pour qu'elle comprenne. Elle a 4 ans et demi, là, tu sais, mais je trouve que c'est une manière de donner du pouvoir à son enfant, de comme comprendre sa Mmh. condition, puis de, éventuellement, en tout cas de ce que j'entends, la plupart parce qu'elle prend des médicaments, pour avant de manger, des enzymes digestives. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'elle prenne là, pendant la journée, là, quand elle va à la garderie, c'est son éducatrice qui s'en occupe. Là, on essaye de la rendre autonome pour que quand il y a des éducatrices, remplaçantes, même si c'est supposé de se faire dans l'équipe de travail, mais on essaie que Rosalie soit capable de nommer quand elle a un besoin, de dire comme: «Non, non, mais il faut que je prenne mon en» Mmh. Mmh. de rappeler qu'il faut qu'elle prenne son enzyme avant de manger. Puis, au primaire, probablement qu'elle va les prendre toute seule. Fait que ça va être de l'accompagner là-dedans. Fait qu'on y va là, petit à petit. Elle va commencer par les Mmh. prendre toute seule à la maison, mais, c'est ça. Mais quand tu disais que, Rosalie, elle disait: «Ah, ça me tente plus Ouais. d'avoir la fibrose kystique», c'était-tu par rapport à tu sais, est-ce que tu as cerné c'était par rapport à quoi? C'était-tu juste parce qu'elle voulait être comme les autres ou c'est parce qu'elle trouvait ça lourd les traitements ou elle était tannée de l'expliquer? Comme, est-ce que tu as, comment tu as cheminé un peu avec elle là-dedans? Ben, je pense que c'est plus par rapport au traitement, je dirais, parce que Mmh. comme juste rapidement, elle fait environ là, 1 heure de traitement tous les matins, plus la prise de médicaments, puis des fois, elle fait des traitements le soir. Hem, je pense qu'elle est rendue à l'étape où elle comprend que c'est pas tout le monde qui font les traitements. Quand elle a commencé Mmh. ces traitements-là, à 2 ans, les enfants, leur quotidien, c'est leur quotidien, puis il y a pas de remise en question. Là, elle comprend que c'est pas tout le monde qui prend des médicaments à la garderie, que c'est pas tout le monde qui fait des traitements le matin. Fait que je pense que c'était un peu ça, puis je pense que il y a peut-être, tu sais, je peux pas savoir, puis tu sais, on essaie d'être, attentif à ça, puis à ses besoins, mais tu sais, il y a comme un aspect de, je pense qu'elle comprend que c'est quelque chose qu'elle a, qui fait partie de sa vie, puis qui est quand même, tu sais, qui anime plusieurs des discussions que j'ai avec son père, qu'elle va souvent à l'hôpital pour des suivis. Hem,
habituellement, ça va bien. Je suis chanceuse d'avoir une enfant qui aime ça, aller à l'hôpital. C'est comme une sortie où ce qu'elle va voir du monde, là. Fait que elle apprécie ça. Puis même maintenant, genre, les prises de sang, ça la dérange pas trop. Puis des fois, elle va dire: «Ah, ça m'a fait mal un petit peu, mais c'est correct». Tu sais, comme ça va, tu sais. Fait qu'au moins, j'ai cette chance-là, là, parce que je sais que des fois, pour certains parents, d'enfants qui ont vécu des hospitalisations, des fois, l'hôpital, ça peut être un endroit, traumatique. Puis contente de rapporter que c'est plus un endroit traumatique pour moi que pour elle apparemment. Mmh. Fait que moi je me gère, mais je suis contente que ça soit pas trop difficile pour elle là, jusqu'à maintenant. Mais je pense que c'est ça là, tu sais, c'est de voir la différence là, je pense parce que, tu sais, elle peut pas mesurer, l'impact de la maladie, mais tu sais, je pense que c'est ça, d'être différente des autres, je pense que c'est ça un peu. Mmh. Puis qu'est-ce qui t'aide ou qu'est-ce qui vous aide comme pour apprivoiser cette différence-là? T'as-tu des ressources à partager, des affaires de même? Oui, ben j'en ai quelques-unes parce que, ben comme je disais tantôt, tu sais, au départ, au moment du diagnostic, c'est sûr qu'on s'était fait conseiller de pas aller vers plein de témoignages parce que des fois, il y a des trucs qui peuvent être Ouais. tout simplement puis moi, je sais que volontairement, je suis pas beaucoup de comptes de personnes adultes avec la fibrose kystique. Quelques-uns, une fois de temps en temps, mais c'est parce que des fois, je trouve que leur quotidien, il est très éloigné de celui de ma fille parce qu'ils ont pas eu la Mmh. maladie à la même époque. Fait que, tu sais, c'est différent, puis la science avance très vite, fait que ça, c'est une chose. Par contre, suivre d'autres parents qui ont des enfants avec la fibrose kystique avec du même âge que ma fille, ça m'a beaucoup aidée. Puis de lire, des témoignages aussi pour, un peu comme ce que Tiffaine disait dans son entrevue, tu sais, de voir c'est quoi la perception des personnes, ben, dans son cas, tu sais, des personnes avec des handicaps ou, une déficience intellectuelle de comme comment ils se perçoivent, comment ils veulent s'impliquer aussi. Ouais, comme des adultes ou des adolescents plus vieux, Ouais, mettons? c'est ça. Puis, parmi ça, ben, j'ai trouvé, une entrevue dans une émission de podcast, c'est une entrevue avec Alexis Réau, qui est un jeune adulte qui a la fibrose kystique, puis, qui s'est impliqué dès son enfance parce que ses parents s'étaient impliqués dans des levées de fonds avec Fibrose Kystique Canada Mmh. notamment. Puis il parlait bien de comme comment il a pris conscience, là, tu sais, qu'il était impliqué là-dedans de par ses parents, mais par sa condition, mais comment il a voulu continuer à s'impliquer, puis il s'est impliqué beaucoup, pendant son adolescence, puis il a été porte-parole pour Fibrose Kystique Canada aussi. Fait que je trouvais intéressant d'écouter son expérience à lui, tu sais, puis de voir, puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est que là, tu sais, on s'implique un peu en participant aux marches puis aux levées de fonds, mais que, rapidement, on va comme demander à Rosalie si elle veut participer à ça, tu sais, Mmh. comme de Mmh. pas lui imposer ça non plus si elle, ça lui tente pas. Fait qu'on va voir ça, là, d'année en année. Fait que ça, fait qu'en tout cas, on va mettre en lien, là, l'entrevue avec Alexis Réau. Puis il y a un autre épisode de podcast, qui parle de différence. En fait, c'est un épisode du podcast, We Kid qui est, animé par l'éducatrice spécialisée Mélanie Fortier, puis elle a un épisode qui s'appelle «Normaliser la différence». En fait, il est en 2 parties. Puis c'est une entrevue avec, Joanie Dupré-Roussel. C'est une mère, d'un enfant de 3 ans, puis, Joanie et sa fille de 3 ans ont toutes 2 le syndrome, Treacher-Collins. Puis, c'est un syndrome qui amène entre autres là des particularités au niveau du visage. Donc, tu sais, c'est un syndrome qui est très voyant, qui est très visible. Fait que l'épisode parle de comment normaliser la différence, puis aborder Mmh. la différence avec les autres. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, là, cette entrevue-là, avec comment eux, ils vivent la différence. Puis, la dernière chose que je voulais amener, c'était un livre qui fait partie des éditions du CHU Sainte-Justine, les fameux petits livres bleus et beige, là, les parents, on connaît souvent cette collection de livres-là. Puis il y a un livre que j'ai découvert vraiment récemment, puis que j'aurais aimé ça découvrir plus tôt. Le titre, c'est «Mon enfant a une maladie chronique». Fait que c'est sûr que c'est pas spécifique sur une maladie, mais ça parle en général, puis c'est vraiment des conseils très généraux, puis j'ai l'impression en le lisant que ça revient sur bien des conseils que j'ai eus depuis 2 ans et demi, tu sais, de la part, de l'équipe de Mmh. soins puis des trucs comme ça, puis c'est tout le temps des livres qui sont très vulgarisés, très accessibles, très rapides à lire aussi, là.
Mais je vous le conseille, là, si vous vivez, soit si votre enfant a une maladie chronique ou si vous avez des amis dont les enfants ont des maladies chroniques puis Mhm. que vous voulez mieux comprendre la réalité. Moi, je me reconnaissais beaucoup là, dans ce qui était présenté dans ce livre-là puis dans les défis qui animent la vie avec un enfant avec une maladie chronique. Nice. Ben, merci pour toutes ces belles ressources. J'ai hâte d'aller les consulter. Et... Mais assez parlé de moi, je veux vraiment savoir, Marie, toi, qu'est-ce que tu as retenu de l'entrevue? Ben, tu sais, je pourrais te répondre en te disant plein de choses, mais si, mettons, j'essaie de le ramener à moi, tu sais, qui m'a accroché, qui m'a fait réfléchir par rapport à ma propre réalité, euh, je sais pas, je me rappelle plus si t'as posé la question comme ça, mais t'as dit, tu sais, à Tiffaine, c'est qui ta famille, tu sais, qui constitue ta famille, puis en tant que femme célibataire qui vit avec un chat, j'étais comme, OK, mais moi, j'ai-tu une famille, tu sais? C'est quoi, moi, ma famille? Parce que j'ai l'impression que ce que je conçois comme étant ma famille, ça fluctue dépendamment Hmm. de, tu sais, je peux aller passer une journée avec ma mère puis ma soeur, puis pour cette journée-là, ben ma famille, c'est la famille dans laquelle j'ai grandi. Mhm. Puis, tu sais, hier, j'étais allée souper avec mes tantes. Fait que là, Mhm. c'est comme, j'étais avec ma famille, mais j'étais avec une autre partie de ma famille. Ouais. Puis, avec certaines de mes amies, j'ai des liens étroits qui sont presque familiaux, tu sais. Fait que c'est changeant, je pense, pour moi, la définition de famille. Puis je pense que c'est ça, dans mon quotidien, c'est mon petit noyau avec moi puis Moufette, tu sais. Mais en tout cas, j'ai comme accroché là-dessus parce quand on pense famille, on pense famille nucléaire, Oui, justement, tu sais, un conjoint puis des enfants, tu sais. ben c'est clair, puis je pense qu'effectivement, on peut considérer que Moufette et toi, vous êtes une famille. Puis je voulais plugger un livre qui parle de famille que j'aime vraiment beaucoup, qui existe malheureusement juste en anglais, mais ça s'appelle The Great Big Book of Families. C'est un livre qui est écrit par Mary Hoffman. Puis ce que j'aime de ce livre-là, c'est que ça commence en parlant justement de la famille nucléaire, mais ça s'adresse aux tout petits, puis ça dit comme d'habitude, avant, on considérait que les familles, c'était un papa, une maman, un petit garçon, une petite fille, un chien, un chat. Et maintenant, on Mhm. sait qu'il y a beaucoup d'autres sortes de familles, puis là, il présente plein de sortes de familles, puis justement, il va avoir des images de familles où on inclut la famille élargie, les oncles, les tantes, les grands-parents, Mm. les arrière-grands-parents, les cousins, cousines. Fait que d'avoir comme une définition très large de la famille, mais ils disent, c'est pour ça que j'ai comme rigolé un peu parce qu'ils disaient qu'une famille, ça pouvait être juste 2 personnes. Fait que je pense qu'une personne seule, selon leur livre. Mais tu sais, Mm. c'est pas une famille, mais en même temps, tu sais, je pense que tu sais, c'est un livre qui s'adresse aux enfants, puis généralement, les enfants Mhm. habitent pas Mhm. seuls, mais tu sais, ils tiennent compte des familles qui sont des familles recomposées ou des familles d'accueil, par exemple, Les différents familles endroits. homoparentales Oui, des aussi, familles j'imagine. homoparentales, bien sûr, des familles qui vivent dans plein de sortes de maisons, qui ont toutes sortes d'activités. Fait que c'est un livre qui est super cool, qui est super bien illustré, puis que si vous comprenez l'anglais, qui est facile à traduire sur le fly. OK. Excellent. Puis, en terminant, une autre chose qui m'a, puis tu sais, vous en avez pas parlé beaucoup Ouais, là, mais une affaire qui m'a vraiment, émue, c'est la candeur avec laquelle, Tiphaine aborde le deuil parental, tu sais, ouais, qu'elle a vécu. Puis quand elle dit déjà d'emblée: «Ben, j'ai 3 enfants, puis il y en a un qui est décédé», ouf, tu sais, ça ouais, prend au cœur, puis on n'est pas habitué d'en entendre parler, je ouais. trouve. C'est très tabou parce que c'est un drame très intime, puis j'ai l'impression que, d'une part, il y a cette idée-là que, tu sais, les enfants qui meurent, soit durant la grossesse ou, tu sais, dans la toute petite enfance, là, comme Mhm. presque nouveau-nés, sont presque conçus comme étant remplaçables, là. C'est horrible, mais c'est Ouais. comme: «Ah, mais tu vas en avoir un autre». Puis, il y a aussi, tu sais, c'est quelque chose qui est beaucoup moins fréquent que ça a pu l'être à une autre époque Ouais. aussi, tu sais, comme c'était fréquent dans les familles de nos grands-parents qu'il y avait à un moment donné un frère, une sœur qui était mort en bas âge, tu Mhm. sais, je pense que ma grand-mère avait une sœur qui était morte de la méningite ou quelque chose comme ça, fait que, Ouais. hem
Ouais, tu sais, c'est comme pas une réalité qu'on connaît beaucoup, puis je nous trouve tellement pas équipés pour en parler, là. Ben, c'est clair, c'est vraiment un sujet, je pense, qui est tabou puis qu'on n'entend pas parler. Puis je pense que le fait qu'on n'en parle pas, ben, ça contribue au fait Mmh. qu'il est tabou. Puis effectivement, tu sais, on n'a pas nécessairement abordé ça dans l'entrevue, mais j'ai envie de plugger. Tiffany disait dans l'entrevue qu'elle avait pas de plug à faire, mais moi, j'aimerais vous diriger vers son livre qu'elle a publié, un récit qui s'appelle Le Marcassin envolé, qui est publié aux éditions de la Pleine Lune. On va vous mettre le lien. Puis c'est un livre, dans le fond, dans lequel elle fait le récit de la vie et de la mort de Paul, de son premier enfant et du deuil là, qui s'en est suivi. C'est un super beau livre. C'est sûr que c'est comme super touchant, super émouvant. Là, tu sais, c'est un thème qui est difficile. Mais si ça vous intéresse, si vous aviez envie de lire là-dessus, je pense que je vous conseille fortement d'aller lire ce livre-là. Puis, Tiffen a aussi un blog qu'on va mettre le lien. Elle est moins active dernièrement, mais elle a quand même des publications encore. Puis, c'est des textes qui ont permis là, de créer en partie le livre. Fait Mmh. que pour entendre parler de deuil puis de parentalité de son point de vue, c'est une super belle ressource. Puis, je voulais dire encore merci à Tiffen d'avoir participé à notre émission. J'étais très contente de la recevoir. Alors, c'est tout pour cette série de 2 épisodes sur la parentalité et la non-parentalité, ou la parentalité de village. On espère que vous avez trouvé ça intéressant, que ça vous a fait réfléchir. Puis, on serait curieuse aussi de savoir c'est quoi votre définition de la famille. Envoyez-nous vos réactions. Nos DM sont ouverts. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et sur Instagram avec le handle entredeuxeaux.balado. Vous pouvez aussi partager l'épisode dans un post ou une story. Si vous le faites, ben taguez-nous. Comme ça, on va voir que vous nous faites rayonner, puis on va être bien contente. Puis on vous encourage, si ça vous tente pas de nous partager sur les médias sociaux, parlez-en à vos collègues, vos amis, votre famille. Puis comme ça, ben avec le bouche à oreille, on va devenir encore plus populaire. Nous deviendrons des stars de la podosphère québécoise. Et pour nous aider à gravir les échelons de la podosphère québécoise, vous pouvez nous aider à grandir en joignant les rangs de nos flotteurs. Donc, pour ce faire, vous pouvez programmer un don unique ou récurrent du montant que vous voulez et en échange, vous allez avoir accès à des épisodes exclusifs. Pour plus d'informations, allez sur notre site web au entredeuxeaux.pinecast.co dans l'onglet « Nous soutenir ». Et pour nous soutenir gratuitement, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles dans Apple Podcasts, dans Spotify et sur Facebook. Et le mois prochain, ben écoutez, le grand décompte est commencé. On approche la fin de la 2e saison d'Entre deux eaux. Puis notre dernier épisode de la saison, on va aborder un thème qui est un peu tabou, c'est-à-dire l'envie. Alors, pour cet épisode crunchy, on se reparle dans 2 semaines. Bye bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, à Montréal, au Tiohtià:ke, un territoire autochtone non cédé qui est gardé par le peuple Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Poulain pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.